semble que les autres intervenants ne sont peut-être pas là. D'accord. Voilà, donc peut-être on va aller déjà vers la conclusion. D'accord. Voilà. Ok, d'accord. Bon, ok. En tout cas, merci beaucoup. Je profite de l'opportunité. Bon, comme tu m'as dit de ne pas répondre à Diomo, je vais laisser tomber. Non, tu peux répondre, tu peux répondre. Parce que Diomo aussi, il va s'assumer. Tu peux répondre. Éclaireur pour vérité, il faut qu'il réponde. Je suis là pour écouter. Voilà, il dit, Yann, il dit qu'il est là, il dit qu'il est là, il est prêt pour toi. Ah, d'accord, ok. Voilà. Bon. Cher aîné, bonsoir. Bon, ok, mon grand-oncle, moi je sais que quand notre grand frère, notre aîné, feu Amadou, bon, le premier ministre nous a laissé. Je t'écoute. Il y a deux individus qui sont allés se mettre sur la route. Et les deux individus là, ils sont allés se mettre sur la route. Ils disent qu'ils avaient besoin et ils voulaient bloquer le corps. Ils ne savent pas ce qui s'est passé, ils se sont retrouvés de l'autre côté de la route. Est-ce que l'aîné peut nous expliquer ce qui s'est passé? Parce que moi, je ne sais pas. Ils disent que c'était leur corps, et ils voulaient le corps là. Mais à un moment donné, ils se sont retrouvés de l'autre côté de la route. Moi, j'aimerais avoir des explications là-dessus. Vous savez que entre les Koyaka et les Sénoufos, il y a une alliance qui date de plusieurs temps. Malheureusement, vous m'entendez, non? Très bien. Très bien. Malheureusement, les alliances ne sont pas connues de tous. Mais Dieu merci, il y a eu des gens qui ont interpellé celui qui a fait ça. C'était l'ASPR, bien sûr. C'était l'ASPR. Moi, je ne dis pas que... Et je ne dis pas que l'ASPR ne connaissait pas la tradition. Il l'a fait exprès. Mais il sait ce qu'il a payé après. Hein. Il sait. Hein. Parce que entre Koya et Sénoufo, ça ne doit pas exister. Mais bon, c'est un passé. C'est un passé qui nous a marqué. Et celui-même, je crois, qui a été lancé du côté de l'autre côté. Je crois qu'il s'est lui-même attribué, je crois, plus de 100 000 francs CFA. Bon, ça ne valait pas le prix, hein, de toutes les façons, de l'humiliation qu'il a subie au funérailles, bien sûr, d'un grand homme comme Amadou Gon. Mais je dis toujours que ça rentre dans le compte de l'Alliance. Ce n'est pas ce qui va aujourd'hui, je ne sais pas moi, dégrader l'amitié et l'alliance qui lie les Koya au Sénoufo et qui date d'ailleurs des temps de Mathusalem. Aujourd'hui, je pense que si tu lui disais encore à l'ASPR de reprendre ça, je crois que, je ne sais pas, hein, quelqu'un a parlé tout à l'heure qu'il est bien, il appelle, bon, je parle de pour vérité, qu'il répond et tout ça, mais franchement, lui-même après, je sais qu'il a regretté. Parce que moi, je me rappelle bien quand il est venu en France ici pour Bonjour 2022, il m'a donné 50 € en compensation de ce qu'il a fait à Korogo. Donc, jusque-là, il continue de payer le lourd tribut de ce geste-là. Voilà. Donc, en c'est ce que je peux te dire. Parce que l'alliance entre Sénoufo et Koya, on ne peut pas rentrer dedans. L'ASPR, il a fait, mais il va payer ça toute sa vie. Chaque Koya qu'il va voir, il va donner de l'argent. Donc, l'erreur qu'il a jeté là, ne dit pas j'ai fini pour moi. Là. Chaque Koya, il va voir, il va donner de l'argent. À commencer par le mot de Ben. Parce que vous êtes, non, en fait, c'est parce que vous les Koyara, vous êtes trop fatigants. Vous êtes derrière nous, je ne sais pas, André Mouche qui a vu miel ou Mouche qui a vu sucre. Je ne comprends pas votre affaire. Vous êtes tout, c'est pour ça que j'ai posé la question, cher René. Sinon, il n'y a pas parlable. Mais vous nous fatiguez trop. Partout où on est, vous êtes derrière. C'est quoi le problème? Mais c'est normal parce que ces deux peuples sont faits pour être ensemble. C'est clair. Vous vous souvenez que vous étiez là où nous sommes aujourd'hui, géographiquement parlant en Côte d'Ivoire. C'est nous qui sommes venus et on vous a chassés. Et là encore, vous avez eu de la chance. On vous a poursuivi jusque-là, sinon on devrait vous mettre derrière. Là, vous allez être burkinabé. C'est ça votre problème là. C'est que vous venez vous asseoir sur la tête des gens et puis vous vous arrangez pour les chasser. C'est ça qui a créé. Si ce n'était pas à cause de l'alliance là, il y a longtemps le problème avait été réglé. Hein. On lançait juste une balle mystique là-bas et puis le problème était réglé.
Sur les débats politiques, là, si vous en avez, Amadou ne serait pas mort. Non, mais s'ils en avaient là. Amadou ne serait pas mort. Mon grand homme, pardon, mon grand homme. Non, en fait, j'ai dit tout ça parce que pour moi, merci beaucoup, cher aîné. Je pense qu'on a aujourd'hui besoin d'aller vers l'édification d'un État-nation. Houphouët-Boigny avait vraiment lancé les premiers jalons à travers sa politique inclusive de cette politique-là. Malheureusement, comme on n'a pas, et je me réfère encore à ce que mon grand-oncle a dit tout à l'heure, parce qu'on n'a pas en fait, où le vieux était obligé de nous dire de faire des efforts. Donc cette malédiction, malheureusement, on a payé le plus fort de la souffrance qu'on a fait subir aux vieux Houphouët. Vous voyez? Donc du coup, c'est malheureusement ce qui nous a fait vraiment passer pratiquement 20 ans, un peu plus je crois, depuis Houphouët et moi en 93, d'instabilité. Vous voyez? Et du coup, je reviens sur ce que vous avez dit, cher aîné, concernant la mésentente entre les fils les ressortissants de la même région. Et ça, malheureusement, ça met beaucoup de retard dans le développement, même au niveau même des localités. Vous voyez, je prends le cas qu'on a traité ici à plusieurs reprises, le cas de Odiéné. Vous voyez, c'est dommage. C'est dommage qu'on peut avoir des talents dans telle région et on n'arrive pas à exploiter leur potentiel. Mais c'est parce que le président qu'on a aujourd'hui, c'est un homme dur, c'est un homme vraiment très fort. Sinon, s'il s'était laissé abattre par le découragement, par le sentiment, mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire serait vraiment un pays de djihadistes, où on allait vraiment avoir affaire à des arrivistes politiques, des Kofi Gombo de la politique, qui allaient venir déstabiliser le pays. Et ça, excusez-moi de dire comme ça, mais je pense que c'est une certaine vérité, nos parents du Sud, là, allaient se frotter les mains. Parce qu'eux, ils attendent que ce genre d'occasion, comme on a vu avec la rébellion, pour s'enrichir et puis pour mépriser les peuples qui ne sont pas, comme c'est des tribaux jusqu'à leur moelle, et pour mépriser ces populations-là et confondre ces populations-là même avec les djihadistes. Moi, je me rappelle, et ça, j'ai eu très mal, lorsque la candidature aux élections législatives, je crois que c'était en 2001, du président avait été rejeté pour être député de Caen. Non, c'est pas. Tu parles des élections législatives, c'est en 1995. Hein? Non. En 2021, lorsque Gbagbo a pris le pouvoir et qu'il y avait les élections législatives, en 2001, il avait même posé sa candidature pour être député de Caen, et ça lui a été refusé. Ça, c'était en 1995. C'était en 95. Oui. Non, 95, Bédié était au pouvoir. Donc, c'est en 95, je te dis. Ah, d'accord. Mais je sais qu'il y a eu une année où vraiment sa candidature avait été rejetée. Pour le RDR a refusé d'aller aux élections. Effectivement. Après, au municipal, on a été les premiers dans la Côte d'Ivoire. Effectivement. Ah, d'accord. Ah, ok. Bon, vous voyez que... Oui, c'est ça, cher ami. C'était en 95. Vous voyez que tellement le mal était profond, il fallait vraiment que nous réagissions chacun de sa manière qu'il pouvait. Nous, on a réagi avec nos petites réunions qu'on faisait au quartier. Bon, les hommes en armes, les frères aussi en armes aussi, que je salue dignement, dont le plus illustre entre eux qui est le commandant Charlie Oscar. Voilà, je dis comme ça, sans vraiment faire sans citer son nom. J'ai le commandant Charlie Oscar, il se reconnaîtra, que je salue vraiment avec tout le respect dû à sa compétence. Et aussi, on a été choqués. On a été choqués de voir cela. Et on a vu les conséquences de tout ça. Moi, je dis ça parce qu'aujourd'hui, là où la Côte d'Ivoire est arrivée, on ne peut pas laisser le pays régresser. C'est pas possible. Je dis ça parce que ces impénitents-là sont cachés dans l'ombre.
et Gbagbo et sa clique sont cachés dans l'ombre, ils cherchent toujours à nous tirer vers le bas. Comme c'est la mentalité du nègre qui est vraiment, comme on dit, qui fonctionne comme étant dans des crabes dans un panier à crabes. Donc voilà, en gros, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment comment édifier et comment créer un État-nation. C'est-à-dire que du nord au sud, comment les Ivoiriens peuvent se sentir un à travers une mentalité, à travers une langue. Je ne parle pas de la mentalité urbaine. Je parle même de ce qui nous lie et qui nous lie en tant qu'individus partageant le même territoire et ayant une histoire en commun. Et voilà pourquoi moi, comme on dit, je milite toujours pour une langue commune. Voilà pourquoi je milite toujours pour des symboles communs afin que nous puissions édifier cet État-nation-là. Parce que si nous n'allons pas vers ça, nous allons toujours laisser les sorciers prospérer dans leur laboratoire pour créer les mailles, pour fissurer le mur comme des salamandres et pour créer vraiment les germes de la division. Parce que eux, n'ayant pas cette capacité-là, même s'ils ont cette capacité intellectuelle, mais c'est des personnes qui sont très mauvaises, qui sont foncièrement méchantes, au fond d'elles, qui ne sont pas capables d'aimer l'autre comme eux-mêmes. Ils sont emprisonnés dans leur ego et ils ne peuvent pas se surpasser, ils ne peuvent pas prendre de la hauteur, ils ne peuvent pas s'élever. Et qu'est-ce qu'ils feront? Ils créeront à chaque fois des conditions de déstabilisation, eux, pour tirer le marron du feu. Et ça, au moins, il y a des préalables. Et c'est bien, l'économie c'est bien, le développement c'est bien, mais il est temps aussi de créer l'Ivoirien nouveau. Et mon grand-oncle l'a dit, ça doit se faire tous les moyens. Et l'Ivoirien qui est là, pour qu'il puisse comprendre, on ne peut pas lui parler comme on parle, on donne la morale à quelqu'un. Il faut se tracer un sillon et l'obliger à marcher dans ce sillon-là. Et dès qu'il comprendra l'intérêt pour lui de marcher dans ce sillon, il sera obligé de suivre et il verra l'intérêt même, parce que lui-même, il verra les retombées de ça. Quand on veut éduquer un enfant, on n'éduque pas un enfant dans la complaisance. On lui fait comprendre les choses, il y a l'aspect didactique des choses, mais il y a aussi, en fait, il faut que l'enfant, faut montrer à l'enfant tout l'amour que tu lui portes, mais en même temps aussi, il faut que l'enfant derrière, il te craigne. Pour qu'il sache qu'il est situé entre deux feux, entre comme on dit, deux sortes d'éducation. Mais bon, malheureusement, le système économique fait qu'on est souvent dans une situation où c'est des vilaines choses, on fait la promotion des vilaines choses. Moi, je trouve ça dommage, cher René. Excuse-moi, mais cet État-nation dont tu parles là, c'est créé, hein? Cet État-nation s'est créé. Hein. Le problème, c'est que quand on regarde aujourd'hui les agissements des hommes politiques au niveau du PPACI, pour toi, s'il y avait une majorité qui avait les mêmes opinions que les membres du PPACI, la grogne n'allait pas s'arrêter là. Parce que les Ivoiriens, entre nous, on s'aime. Je vais aller plus loin. Je ne sais pas où vous vivez, mais on m'a dit que Éclairé, il est aux États-Unis. Aux États-Unis, ce n'est pas pareil qu'en France. En France, tu peux donner tes papiers à quelqu'un qui n'est même pas de ta famille, qui nourrit des familles en Côte d'Ivoire, qui pour eux, toi, tu es leur Dieu. Donc, si toi, tu as un souci, cette personne-là a un souci. Tu penses que si aujourd'hui, il y a des affrontements en Côte d'Ivoire, la famille de celle que tu nourris là va aller là-bas? Non. En fait, c'est les hommes politiques qui veulent se donner du poids. Et des hommes politiques qui sont déjà dépassés. Pourquoi je dis ça? Je parle par exemple de Bédié. Bédié avait combien d'années au pouvoir? Et son programme de gouvernement a été quoi? L'ivoirité. L'ivoirité. Bédié est parti. Guéhi est venu. Il n'a pas duré. Lui, son programme n'était quoi? Alassane ne serait pas candidat. Gbagbo est venu. Lui, son programme, c'était quoi? Refondation. Et Alassane ne sera jamais président dans ce pays. Mais l'Ivoirien lui-même a compris que cette personne-là, il peut donner. Quand aujourd'hui, la croissance qui est repartagée, le goudron qui part de Séguéla jusqu'à Mans,
de Ma à Gagnoa, de Gagnoa à Maman, de Maman à Séguéla, de Séguéla à Bondoukou, de Bondoukou à Korogo. Ils savent déjà détecter qui peut faire mieux. Et il n'y en a pas, à part Alassane. C'est pourquoi d'ailleurs, remplacer Alassane Ouattara sera un gros problème. Parce que qui va faire comme lui? Personne. Enfin, pour le moment, moi, je ne vois pas. Peut-être comme Alassane même, il est démocrate, il va dire après ce mandat, je ne me représenterai plus. Je suis en train de former quelqu'un. Et tout à l'heure, Éclaireur l'a dit. Il a dit, quand vous êtes professeur d'une classe et que vous enseignez des élèves, c'est que ces élèves doivent être mieux que toi. Mais si ces élèves n'ont pas été mieux que toi, peut-être égal à toi, c'est que ta leçon n'a rien donné. Et c'est pourquoi je vais revenir par dire que même si, et je le dis à tout le monde, peut-être dans le panel, quelqu'un me dira c'est faux ou c'est vrai, même si Alassane Ouattara présente un chien comme candidat du RHDP, le candidat du RHDP va gagner. Parce qu'on sait ce qu'Alassane Ouattara lui a confié. C'est pourquoi quand chacun suit ses responsabilités, je vois des responsables politiques qui disent si vous présentez votre père, nous on présente notre père. C'est parce que nous-mêmes on n'a pas appris la leçon que le père nous a donnée. Sinon déjà le nom protégé de notre père, c'est déjà notre père. Ce que tu dis État-nation, c'est déjà fait mon frère. Personne, aucun Ivoirien aujourd'hui en Côte d'Ivoire ne veut aller taper un autre Ivoirien. Parce que chacun même est pressé pour aller travailler. Les étudiants qui sont sortis pour dire oui, si Gbagbo n'est pas candidat, on va sortir, on va sortir. Tu les as vus encore faire une deuxième déclaration? Jamais. Non, du tout. Jamais de la vie. Même le PPAC même qui a pris la main, oui, il faut qu'on inscrive. À la fin, ils ne sont pas allés voir la CEI. À la fin, ils n'ont pas parlé de dialogue politique. Le président Kubé est venu leur dire, je ne suis responsable de rien. C'est vous-même, vous avez décidé et vous saviez ce que vous avez à faire. 2 jours après, ils ont été reçus par qui? Par le Premier ministre. Et après, Gbagbo est parti se faire réinscrire encore ou bien aller faire réclamation à la CEI. Les muscles ne donnent plus. Et Gbagbo, vous pensez que c'est pour rien, il a dit qu'il ne va pas donner de coups. C'est parce qu'il sait que son coup même ne peut plus tuer une mouche. Tu vas donner quel coup? Toi-même déjà pour parler, on ne t'entend pas. Tu vas donner quel coup? Les personnes qui devraient te soutenir, là, tu les as chassées. Tu as chassé Simone Gbagbo. Tu as chassé Blé Goûté. Tu as chassé Afé Nguesson. Toi-même, tu as fait un parti avec des personnes qui étaient, comme on appelle, des poids mouches dans ton cortège. Hein? Ils sont là aujourd'hui, là, ils ont créé un groupe parlementaire PPAC. Mais dans le PPAC, là, qui est poignant dedans? C'est pas que quand Bitogo voyait, ils les mettent tous dans l'avion et ça va faire les tournées dans le monde, là. Vous qui êtes censé être l'opposition, vous êtes dans l'avion tous les jours. On vient de vous donner des voitures de fonction. Vous savez que l'État fonctionne. Pourtant, de Gbagbo, qui a une fois vu Gbagbo donner voiture à quelqu'un, enfin le gouvernement de Gbagbo donner voiture à des présidents de groupes parlementaires? Si quelqu'un a vu, dites-moi. L'État-nation est déjà construit. Notre État, là, c'est déjà construit. Parce que les Ivoiriens sont fatigués d'aller se battre entre eux. Chacun cherche maintenant, d'après les Ivoiriens, son Dabali. Où tu peux avoir ton argent, c'est là-bas tu t'en vas. Je m'arrête là pour le moment. Ok. Donc, bon, merci. Oui, ok, mon grand compris. Non, vous avez la parole. Hein? D'accord, ok. Bah, pour moi, l'État-nation est en édification, mais il n'est pas construit. En fait, je veux dire, l'œuvre n'est pas achevée. Parce que, vous voyez, quand on parle avec certaines personnes de l'opposition, on sent toujours cette fibre tribale, cette fibre xénophobe dans leur langage. On a vu dernièrement les sorties de cette Guénon de l'Ourunion, qui est sorti tenir encore des propos vraiment xénophobes, du tribalisme. Bon, généralement, c'est des personnes, même si c'est des personnes, c'est parce qu'elles ont un esprit très faible, elles sont très limitées intellectuellement, elles sont obligées de rentrer dans ce genre de bassesse. Mais
je veux dire, si elles continuent de tenir ce discours, parce qu'elles savent qu'il y a des horreurs, il y a des oreilles qui sont là pour accepter ce langage. Vous voyez? Et ça, pour moi, ça doit être banni, ça doit être vraiment, ça doit passer sous le coup de la loi. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Moi, je demande une fermeté. La politique du jeu, elle est bonne. Il fait une très bonne politique économique, vraiment, il donne le meilleur de lui-même. Mais il y a certains moments donnés, je pense que le politique l'emporte sur la logique, sur le cours naturel des choses. Parce qu'il y a certaines choses, si c'était sanctionné fermement dès le départ, je pense que ça donnerait un exemple. Un exemple. Et moi, c'est sans vraiment faire aucune autosatisfaction, je le dis en toute modestie, je pense que quand la plateforme a commencé à fonctionner, il y a beaucoup qui étaient choqués par les propos que nous tenions, et en l'occurrence, mon grand-oncle Pénet était choqué. Même dans nous-mêmes, dans notre camp, on était parfois choqués par certains dits, mais aujourd'hui, ça a permis de marquer d'affirmer notre caractère et notre ligne politique, et surtout apprendre à se faire respecter par les autres. Et aujourd'hui, je ne dirais pas que ça nettoyait totalement comment il s'appelle, la toile, mais on entendait des insanités sur le jeu, on entendait des insanités de la part des opposants sur nos cadres. Et ça, vraiment, je pense que le travail a été fait et bien fait. Mais pourquoi aujourd'hui, on a cette relative, vraiment, je vais dire, bonne ambiance là? Parce que simplement, on a affirmé, mais de façon claire et nette et de façon tranchée, à travers un discours. Vraiment, celui qui voulait palabre, on lui donne palabre. Celui qui voulait aussi aller dans le sens fait, comme vraiment un groupe tout-terrain. Mais avec vraiment beaucoup d'intelligence, beaucoup de façon de faire, chacun à son niveau. Mais le but est en tout cas en train d'être atteint. Parce qu'on est toujours en quête de mieux faire. Mais je trouve qu'en Côte d'Ivoire, je me rappelle encore, quand le vieux a pris le pouvoir, mais on voit aucune mouche qui pouvait se permettre de tenir un discours comme ça. Lorsque nous étions, le flux pourri est tombé. Mais personne, pendant un bon moment, pendant 1 ou 2 ans, personne ne pouvait se permettre de tenir un tel discours qu'on entend aujourd'hui. Parce que le pays avait été vraiment pacifié. Et chacun cherchait à aller au travail. Mais aujourd'hui, regardez un peu ce qui se passe. Il y a des groupes de milices qui se forment, des grands-pères de famille qui se forment, qui portent des t-shirts à l'effigie de flux pourris pour chercher encore à troubler la quiétude sociale, la paix sociale. Mais parce qu'il y a beaucoup il faut de la fermeté. Moi, honnêtement, je l'ai déjà dit, je veux une dictature éclairée, une démocratie, une dictature éclairée, une démocratie ferme, que chacun sache la place et qu'on puisse avancer. Honnêtement, vous croyez que ce flux pourri-là, il pouvait encore sortir, tenir de tels propos, sachant qu'il sait très bien ce qui s'est passé, il est conscient de ses actes, mais il ne va jamais assumer, mais il essaie encore de venir insulter nos intelligences en nous faisant croire que c'est lui la victime. Mais quelqu'un, il dit qu'il n'a jamais rien fait. Mais comment tu peux être victime alors que tu n'as jamais rien fait? Il y a un paradoxe qui vraiment qui fait froid dans le dos. Donc, mais pourquoi? Parce que les cadres même ne le regardent pas. Nos cadres là aussi, quand c'est comme ça, il faut tout de suite, c'est-à-dire à comportement de mouton, réaction du berger. Et puis les choses rentrent dans l'ordre. Si c'est le président de la CEI qui est un organe indépendant, qui lui est obligé de venir encore, il n'a pas pris position, mais il a tellement fait parler sa compétence dans son domaine que aujourd'hui on le tarde d'être un membre du parti au pouvoir. Mais parce que simplement nos cadres ne sont pas assez à la hauteur face aux agissements de ces gens-là. Il y a trop, c'est-à-dire, bon, voilà un peu en gros ce que j'aimerais dire sur le sujet. Voilà un peu.
s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire là-dessus. Bon, le débat, c'était entre toi et l'aîné Jomo de Beng. Hein? Et moi, je ne fais qu'assister pour essayer de juger les compétences intellectuelles parce que vous dites tous les deux de très belles choses. Hein? D'accord. Donc, cher aîné, moi, voilà un peu ma position dessus. Moi, ce que j'aurais aimé, que faut que chacun sache les règles à respecter. On va pas marcher dans une démocratie socialiste ou dans une démocratie à la russe, mais quand tu fais une bêtise là, faut t'entendre à la fonction. Et mon grand-oncle a dit quelque chose la dernière fois sur la criminalité aux États-Unis. C'est-à-dire un criminel qui exécute un policier, il sait à quoi s'attendre. C'est dans l'État de New York, en fait. Bon, voilà. Parce que vous savez qu'il y a les lois, fédérales voilà. Et il y a les lois locales. Il y a les lois locales. Ok, exactement. Mais voilà. Nous, chez nous, généralement, ce n'est pas le cas, mon grand-père. Comment est-ce que, avec tout ce que nous, on a pu voir, avec ce règne de Byzance qu'on a vu de 2000 jusqu'à 2010, certains de nos membres, bon, je n'ai aucune preuve, mais si c'est le cas, c'est vraiment grave que certains de nos cadres qui veulent encore réhabiliter une personne comme ça. Mais voyez où la Côte d'Ivoire est aujourd'hui. Il n'est pas le seul, hein. Ils ont aussi parlé du cas de Soro Guillaume. Oh là 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 là, quelle catastrophe. Ils ont parlé aussi du cas de Soro Guillaume. Le président a dit qu'il va voir ça après. D'accord, ok. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Là où la Côte d'Ivoire est en train de partir, là, si encore on doit rester là encore à faire les deals politiques et les arrangements politiques au prix du sang versé, bon, on va où? Moi, c'est ça en fait, c'est ça, parce que je me dis, la Côte d'Ivoire ne devait pas être où elle est aujourd'hui. Peut-être c'est moi qui suis trop idéaliste, trop avant-gardiste dans ma façon de voir les choses, mais j'estime que on a trop perdu de temps. Et notre vie est très courte. Nous, on a envie de voir une Côte d'Ivoire qui, aujourd'hui, c'est-à-dire impose le respect. Mon grand-oncle, on prend le cas de la Corée du Sud. Au temps de Faux-Boigny, si je me trompe, dans les années 60 ou 70, les Coréens venaient prendre des prêts avec nous. Je prends le cas de l'Indonésie. Les Indonésiens sont venus chercher des plants de palmiers en Côte d'Ivoire. Il y a même des palmiers même qui ont été confectionnés avec des mélanges de trucs pour créer des spécialités qui aujourd'hui poussent en Indonésie. Mais regardez où ils sont, regardez où nous sommes. Pourquoi? Pour les querelles de personnes, pour l'ego de certaines personnes incompétentes, pour la méchanceté, à cause de la méchanceté de certaines personnes qui n'ont pas voulu que les choses... Pourquoi le président il est si détesté comme ça? Parce que simplement, les gens, pourquoi il est venu gâter notre mangement? Pour parler simplement. Pourquoi il est venu gâter notre mangement? Pourquoi il est venu mettre la carte de séjour alors que nous, tous les week-ends, à partir de jeudi, on faisait les rafles, on attachait le bout de dollars, il donnait l'argent, et puis cet argent-là, les grands cas du parti, au temps du parti unique, et chacun avait son mangement dessus. Et lui, il a vu, il s'est dit, mais non, ça ne peut pas continuer comme ça, cet argent-là. Si dans ce cas-là, on va officialiser les choses pour que l'argent rentre dans les caisses de l'État. Et tu avais mis dernièrement aussi, il y a à peine un mois de cela, un discours où le président même était assis, le président Faux-Boigny, parce que notre cher papa était Premier ministre. Il a éveillé notre esprit. Il nous a montré vraiment que, tu peux être président, mais on peut aussi te dire la vérité. Il a dit à vous, il faut payer les impôts. Là même, là, au temps de Gbagbo, là, quel ministre ou quel premier ministre pouvait dire à Gbagbo, il faut payer les impôts? Ils nous ont infantilisés, ils nous ont chosifiés à travers leur comportement, à travers des blagues absurdes. Vous n'avez pas eu la chance. La route là, parce que les cailloux là, étaient très aiguisés. Les gens rigolent et puis lui aussi il rigole. Mais est-ce qu'on a besoin de ça aujourd'hui?
Déjà, même où il est là, même s'il revient, ça ne peut plus prendre parce que lui-même, il est fatigué. Vraiment, je dis ce monsieur-là, c'est l'homme du passé avec un lourd passif. Il faut vraiment qu'on tourne cette page-là définitivement. Le moment nous est donné à notre grand homme, est donné à la nation, est donné aux consciences ivoiriennes de le faire. Pas parce que on est contre lui, mais parce que déjà, on a eu le temps de voir ce qu'il a fait. L'intérimaire Dédié, l'intérimaire Babo, on a vu ce qu'ils ont eu le temps de faire. Nous, on a envie que demain, notre président, après le président Ouattara, même s'il va faire 1000 mandats au pouvoir, que celui qui va le suivre, on dit, bon, voilà. Lui dit, il va faire partie satellite. L'autre qui vient, là, il va nous dire, ah, bientôt la Côte d'Ivoire aura une fusée, va lancer une fusée sur Mars. C'est ce que nous, on attend. C'est possible. Parce que celui qui a conçu le robot qui est parti sur Mars, là, c'est un Malien. C'est un Malien. Et il y a beaucoup d'Africains comme ça qui ont marqué et qui continuent de marquer le monde. Vous voyez? Donc, je pense qu'on a tout ici. Mais essayons de nous aimer. Essayons d'être un peu humbles. Et puis, essayons de vraiment de faire des choses pour marquer notre passage sur cette terre. Et surtout, aimons l'Afrique. Aimons les Africains. J'ai la chance souvent de tourner un peu dans la sous-région quand j'ai la possibilité. Mon grand-oncle, le président Ouattara, il fascine les gens. Il fascine les gens. Moi, quand je vais là, je parle, je dis, ah, voilà, nous, voilà, le président, il est en train de faire ci, bientôt on aura métro qui va passer chez nous. Les gens, ils t'écoutent, ils disent, ah, vraiment, ce gars-là, on l'aime pas, mais vraiment, il fait du bon boulot. Moi, je suis content. Je suis content. Maintenant, comme ça m'énerve, quand ils disent qu'ils l'aiment pas, je dis, mais pourquoi vous l'aimez pas? Ah non, parce que si je l'ai dit, non, ça c'est des faux problèmes. Lui là, c'est quelqu'un de très intelligent. C'est parce qu'il est tellement avancé dans son esprit. Et je l'ai dit la dernière fois, il y a un cadre d'un pays de la sous-région, un haut placé d'un pays de la sous-région qui m'a dit que c'est un homme qui est très, très, très intelligent. Mais ça se voit au quotidien. Comment Denis Sassou Nguesso, le président, l'empereur, celui qu'on appelle l'empereur, qui était là depuis les années 90, depuis au temps de Houphouët-Boigny, il vient voir aujourd'hui le président Ouattara. Comment les Saoudiens adulent ce monsieur, respectent ce monsieur. Et je crois que c'est toi qui m'as dit ça aussi, que plusieurs fois, il partait en visite non officielle et pendant comment il s'appelle, le règne de Barack Obama à la Maison Blanche. Même le programme pour aider les Américains à quitter dans la crise de 2008, là, c'est la Ouattara qui conseillait Obama. Vous voyez, on ne peut pas avoir un homme comme ça et puis rester là encore dans les histoires de vie et c'est un problème politique, c'est pas un problème de justice. Bon, même s'il est recours, mais est-ce que ça, là, ça peut avancer quoi dans l'économie, dans le PIB de la Côte d'Ivoire? Le frère qui a Guinteguela quelque part là-bas, là, le planté qui a Guinteguela, ça peut lui apporter quoi? Celui qui a Nyamboraso, celui qui a Niélé, celui qui a, je ne sais pas moi, à Tibissou, celui qui est dans un petit village à Kofi-Kro là-bas, qu'est-ce que ça peut lui apporter dans son bonheur? On dit non, l'alternance, la démocratie, ceci, cela. Mais je pense que le plus important, c'est le produit intérieur brut, le produit intérieur qui peut apporter le bonheur, le minimum de bonheur à chaque Ivoirien, à chaque habitant du pays. Moi, vraiment, c'est ce que nous attendons. Mais ce n'est pas les querelles politiques. Ce n'est pas ça qui va nous permettre d'avancer. Ce n'est pas ça qui va nous permettre d'être des hommes fiers et d'être des hommes heureux. L'intégration dont on parle là, mon grand-oncle le dit très souvent ici, lors du débat, je crois que c'était à la une, dans les années 90, avec Ali, en ce moment, le ministre Ali Koulibaly était encore directeur général de la RTI, lorsque le président Ouattara a parlé de l'intégration des pays de la sous-région. Mais si la façon dont la Côte d'Ivoire est en train de partir là, dans 20 ans, on pourra créer une fédération
déjà le potentiel économique de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le pays vraiment majeur économique de l'Afrique de l'Ouest, avec le Nigeria. Si vraiment les volontés sont unies, je vous assure, et ça, c'est vraiment, c'est tout à fait naturel. L'unité là, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les États-Unis sont vraiment le pays phare du monde? Parce que c'est des États qui sont en fédération, créer une unité où vraiment comment il s'appelle? Je veux dire, la décision finale est respectée. Ils se sont imposés par rapport à ça. Regardez le Grand Nigeria avec son armement. Regardez la Côte d'Ivoire avec sa puissance économique. Regardez la Côte d'Ivoire avec toutes ses qualités. Regardez les intellectuels sénégalais. Regardez toute cette richesse-là. Regardez toute cette richesse culturelle, cette richesse économique. Imaginons-nous faire un bloc fédéral, une unité en commun. Voyons plus loin que le bout de notre village. Voyons plus loin que le bout de nos langues. Voyons plus loin. Il n'y a que comme ça qu'on pourra se faire respecter. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui à travers les coups d'État par-ci, par-là, qui ne vont pas loin, qui ne font que faire reculer nos pays, si on était unis en fédération, je pense qu'on n'aurait aucun militaire nous aurait même... Bon, mon grand-oncle, laissons ça. Est-ce qu'aujourd'hui, les militaires de l'État de New York peuvent s'élever pour dire, ou bien les policiers de l'État de New York peuvent s'élever pour dire, vont faire coup d'État contre le gouverneur de New York? Non, ils peuvent pas. Ça ne tombe pas sur l'essence. C'est pas possible. Mais alors que New York est plus grand que, mon grand-oncle, est-ce que New York n'est pas plus grand même que le Libéria? Oui, tout naturellement. En termes de surface. Oui, Voyez. Regardez le Bénin, Togo là. En une journée, tu traverses les deux pays. Pas sur le plan de la latitude. Tu traverses les deux pays. Mais ces deux pays-là, c'est les mêmes noms, c'est les mêmes populations, c'est les mêmes langues. On parle Mina là-bas, on parle Fa là-bas, c'est les mêmes langues, c'est les mêmes noms, c'est les mêmes cultures. Bon, regardez le cas du Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville avec Congo-Kinshasa là. Kinshasa et Brazzaville, ils partagent. C'est une eau qui ne fait même pas 3 km qui les sépare. Il n'y a que 3 km de l'autre rive. Voilà, vous voyez, et ça, les Blancs, ils se moquent de nous. Parce que nous, on n'arrive pas encore à comprendre vraiment l'impérieuse nécessité de dépasser cette barrière mentale-là dans laquelle la colonisation nous a enfermés. Et puis nous sommes encore là en train de nous battre pour nos petites différences. Au lieu de voir ce qu'on a en commun, et on est là, on perd du temps. Voyez, imaginez l'Afrique de l'Ouest avec le président, le Prador, à la tête de cet ensemble-là, avec un premier ministre comme Macky Sall, avec des grands milliardaires du Nigeria. Mais on serait respecté à travers le monde entier. Qui peut oser venir avoir même une velléité de déstabilisation dans cette zone-là? Donc, vraiment, mon grand-oncle, j'aimerais m'arrêter là pour dire vraiment que j'aurais aimé que ça soit ça. Et j'espère que, par la grâce de Dieu, et surtout par notre volonté, nous-mêmes, on arriverait un jour à cela. Ok. Voilà. Et donc, on va déjà à la fin. Et je m'excuse beaucoup pour Abdul qui voulait la parole. Malheureusement, on est déjà coincé par le temps. Mais demain, c'est la voix du militant. Vous aurez aussi la parole. Mais Abdul a posé une question de savoir pourquoi nos opposants n'arrivent pas à faire un programme de campagne. La réponse, elle est simple. Abdul, tu vois, chaque matin, quand tu te lèves, que tu vas au travail, tu prends l'intention de vouloir atteindre un objectif. Mais cette intention-là vient de la volonté. Ça veut dire qu'il y a une capacité de dire « je veux ». Et ce « je veux » que tu dis là, c'est ça que tu transformes en acte. Et c'est ce qui manque à cette opposition-là. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas écrire un livre pour dire « voilà ce qu'on propose aux gens ». Mais c'est la capacité de pouvoir matérialiser là. C'est cette volonté-là. Voilà ce qu'on a écrit là, nous on va faire là. C'est ça, ils ne peuvent pas faire. Parce que eux-mêmes sont conscients qu'ils ne sont pas venus en politique avec des qualités. Ni des qualités humaines, ni des qualités intellectuelles. Qualité humaine,
Parce que quand vous regardez leur manière de parler aux gens, leur manière de se comporter avec les gens, leur manière de traiter les autres, ça fait qu'eux-mêmes n'ont pas d'ouverture sur le monde. Or, aujourd'hui, là, même si tu enlèves ton or et puis ton diamant, là, tu vas vendre ça aux autres. Mais tu n'as pas un bon rapport avec eux. Donc, l'argent, là, ça va te manquer. Or, pour pouvoir faire quelque chose, les routes, les ponts, et pour pouvoir faire ce que tu as dit, là, il faut aller voir les autres. C'est que eux ils ont, là, que toi, tu n'as pas, là. C'est avec ça que tu peux réaliser ce que tu veux. Et donc, c'est ça qui est leur premier frein. Et intellectuellement parlant, et ça, je fais un mélange avec l'idéologie politique, ils n'ont pas d'idéologie politique. Laurent Gbagbo, là, tu le prends, tu le mets propre, là. À part la haine tribale, il n'a pas d'idéologie politique. Lui-même, au moment où il était au pouvoir, les socialistes même disent qu'il est infréquentable. Quand on dit quelqu'un infréquentable, ça veut dire, idéologiquement parlant, c'est une calamité. Et bizarrement, Alassane Ouattara n'a jamais changé d'idéologie. Il nous a toujours dit qu'il est un libéral. Et il a agi ainsi. Mais demandez à Bédier, lui, il est de quelle obédience idéologique? Il lui-même ne sait même pas. Laurent Gbagbo, quand il se réveille, il pense que c'est le monde qui est bête. Il dit non, lui, il est devenu panafricain, lui, il aime les Africains parce que c'est ce qu'on a entendu beaucoup sur Internet qui impressionne les jeunes gens. Donc, il faut dire qu'on est panafricain. Mais son passé le condamne lourdement à cet effet. Et ses propos du présent ne lui font pas honneur en la matière. Quand lui et ses partisans traitent d'autres Ivoiriens d'étrangers et le président actuel d'étrangers. Bon, quand vous le traitez d'étrangers, là, le pays auquel vous faites référence, là, est-ce qu'eux peuvent se sentir inclus dans votre panafricanisme? Et c'est là que j'ai dit que c'est du Flatus Voxis. Ça vous fait mal, mais je vais prononcer ça 1000 fois. Et donc, c'est cette volonté-là qui manque. Mais pas parce qu'ils auraient souhaité, mais parce que c'est une réalité qui s'impose à eux. Et donc, ils ne pourront pas écrire ça parce que quand ils vont le faire, ils se condamnent devant le peuple. Or, eux n'ont pas envie de se condamner devant le peuple. Ils n'ont pas envie de prendre le risque. Et pour simplifier la chose, ceux qui sont faits pour être des grands posent des grands actes. Mais ceux qui sont faits pour être des petits hommes, même si vous les mettez au sommet, ils vont toujours poser des petits actes pour revenir à leur nature. Ainsi en est-il de Laurent Gbagbo et de Bédier. J'ai dit merci à tous ceux qui nous ont suivis, à tous ceux qui ont animé le débat de ce jour. Merci infiniment à l'aîné Jomo de Beng. Merci à Sunyata le Conquérant. Merci au roi du printemps. Et Yann, on va vous laisser 2 minutes pour faire votre conclusion. Et on va laisser la conclusion en 2 minutes à l'aîné Jomo de Beng pour pouvoir conclure. Ah, bon, lui-même, il est parti. Je crois que finalement, ce sont les Sénoufos qui ont gagné puisqu'il a fui. Et donc, Yann, en 2 minutes, vous pourrez nous faire la conclusion. Ah, mon grand-oncle. Mon grand-oncle, nous, on ne parle pas beaucoup. Effectivement, on dirait que les effets du mystique ont eu raison. Hein? Non, c'est juste pour rigoler, vraiment. Merci beaucoup. Merci, mon grand-oncle. Je crois que je suis très, très, très content d'avoir eu l'opportunité de parler, de dire une partie du fond de ma pensée concernant vraiment ce que moi je veux pour mon pays, ce que je veux pour la région africaine, enfin, pour le continent africain. Je trouve que vraiment aujourd'hui, grâce au président, nous sommes vraiment dans le monde des possibilités. Vous voyez, je n'aurais jamais eu toutes ces idées-là. J'étais un homme frustré, un homme vraiment très, très frustré au temps des deux intérimaires. Et parfois même, on était obligé de botter en touche certains sujets qui nous tenaient à cœur. Mais malheureusement, les leaders n'étaient pas à la hauteur. Vous voyez, lorsqu'on avait un leader qui parlait des problèmes des sans-papiers où vraiment les gens ils partaient se retrouver dans le grenier là-bas pour prendre leur argent après avoir utilisé le papier de leurs camarades. Bon, c'est des sujets comme ça dont on parlait. Et quand tu arrivais au travail, tes collègues de travail t'interpellaient pour parler de ça. Ah, il y a ton président. Et il y avait des Antillais qui ne connaissaient pas l'Afrique qui te sortaient ça. Tu étais tellement gêné, tellement mal à l'aise. Et voilà, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Aujourd'hui, on est passé à une autre étape. On est passé à une vitesse comme Rolls-Royce passe à un vélo, où le président est en train vraiment de carburer au maximum.
Et nous savons qu'il peut nous donner plus, nous savons qu'il peut faire plus, mais c'est à nous aussi vraiment de suggérer. Parce que tu dis toujours on est écouté, on est écouté. Donc moi, je sais que je suis écouté. Et ça là, j'ai la preuve de ça. Parce que j'ai dit le pont là, on va pas donner son nom. Là, mon grand frère, je vais pas le faire, je suis fier de ça. Et je suis très content. J'ai dit le pont là, il va pas porter son nom, le nom de ce monsieur là. Et grâce à Dieu, grâce à cette force d'esprit que nous avons vraiment tous en commun, parce que nous avons le même idéal. C'est la paix, c'est la sécurité, c'est la liberté. Et ce qui est fondamental même dans la liberté, là, c'est la sécurité. Une fois que tu as ta sécurité, là, tu es libre. Si on dit, on entend un bruit de pistolet, là, chacun se cherche, ça dit, là, on n'est plus libre. Donc, vous voyez, on a vécu des situations aujourd'hui, Dieu merci, tout ça, là, c'est derrière nous, mais ça doit nous servir de leçon. Donc, on ne doit pas négliger. Mon frère, le roi dit toujours ici, quand un ver de terre, quand un serpent te pique, là, quand tu vois un ver de terre, il faut prendre ton bâton. Si tu peux sauver un ver de terre, sauve un ver de terre, mais il ne faut pas sauver un corps. Donc, il faut vraiment que nous puissions vraiment penser au bien-être de tout le monde. Merci. C'est pas moi, merci mon grand-oncle, c'est pas moi j'ai réussi, et puis l'autre, il doit maintenant le voir parce que lui, il est dans la misère, et moi, je suis plus content de sa misère. Ça ne peut pas marcher comme ça. Vraiment, merci beaucoup et que Dieu nous garde, qu'il nous donne vraiment beaucoup de santé pour que vraiment on puisse vraiment être heureux de voir notre pays et notre continent se développer. Merci beaucoup le grand Yann, merci pour tout ce que vous nous avez appris. Merci à Sunjata le conquérant, merci au roi du printemps, merci à Jomo de Ben, merci à tous ces élèves de la classe qui ont partagé, qui ont mis les cœurs. Et je salue ici la belle et ravissante Binette Sidibé. Mais toi là, il n'y a pas là, toi et moi. Depuis que tu es quitté en France là, tu fais trop malin maintenant dans le quartier là. Mais on va se retrouver. Ça, c'est un truc, nous, on va régler ça en famille. Et donc, j'allais dire comme ça, et en me basant sur les mots du grand maître Yann, quand une Rolls-Royce passe, les motos bécanent comme Bédier, avec les bicyclettes sénoufos comme Babo, quittés sur la route. Quand la Rolls-Royce Alassane Ouattara passe là, il n'y a pas quelqu'un qui peut être à côté de lui. Sinon, son vent là, ça va vous faire rentrer en brousse. Donc, les motos bécanent comme Bédier et les bicyclettes sénoufos là, Laurent Babo, vous mettez à côté. Bon, c'est fini, l'émission est terminée. Et je salue Alexandre Aoussou et tous les grains de la Côte d'Ivoire. Je salue aussi les grains de Djamourou. Djamourou Pharmacie, vous êtes salués. Je salue les grains d'Aouniassou. Je salue tous les grains de Dar es Salaam, à droite comme à gauche. Tous les grains de Belleville. Tous les grains de Sokoura. Surtout les grains de Yaoundé. Les gars, vous êtes tous salués. Je salue aussi tous les gars de la gare routière de Boaké. Et puis les gars routières aussi d'Adjamé. Et puis d'Abobo aussi. Mais surtout, on salue aussi le grain de Paris. Sans oublier l'efficace et cette redoutable équipe du grain de Yamoussoukro, qui sont les durs des durs. Et les gars, on est ensemble. Continuez à gérer le terrain. Pays là, on ne laisse pas. Tant que le vieux n'a pas dit qu'il est fatigué là. Et puis même si le vieux même dit qu'il est fatigué là. Tant que nous, on n'a pas décidé que l'Ovier est fatigué là. Parce qu'au quartier, c'est comme ça qu'on appelle l'Ovier. Tant que nous, on ne laisse pas l'Ovier là. L'Ovier est calé. Son boulon là, ça est là. Mettez huile sur son boulon, on va serrer encore. Et donc, c'était pour faire un peu dans le comique. Mais merci à tous et que la grâce divine demeure en nous. Et on se retrouve demain pour la voix du militant. Merci beaucoup, cher grand maître.